J'ai pris en 1er janvier, enfin fin décembre 65, mais j'ai commencé à ouvrir le 2 janvier. Ma femme n'avait pas encore 21 ans, et comme il y avait un débit de boisson, elle n'a pas le droit, mais elle se planquait, de venir au bar. Et ils sont venus, les gendarmes sont venus le 2 janvier vérifier. J'ai dit, bah non, ma femme, elle reste en salle, elle ne vient jamais au bar. Puis après, on est devenu avec les copains, avec les gendarmes. On est reparti à moitié bourré quand ils repartaient. On leur payait un café Calva, ils s'en repayaient un chacun. En mobilette, ils venaient. Non, mais j'ai des histoires. Puis ramassaient, à l'époque, on avait des fiches de police pour les clients. Mais ils étaient venus voir l'établissement, si tout se passait bien. C'est normal qu'ils se renseignent. Un débit de boisson, c'était quand même assez suivi à l'époque. Contrôle des prix, contrôle d'hygiène. Ça, c'est le casse-tête des restaurateurs. Au début, on a eu un petit peu de curiosité parce que bon, c'était nouveau, malgré qu'on soit encore dans l'ancien décor, donc ça n'amenait pas beaucoup de monde. Donc les gens ils venaient par curiosité. J'avais marqué changement de propriétaire en gros et tout. Bon, les Normands, hein, c'est connu soi-disant qu'ils sont curieux. Puis bon, ça a commencé, puis de bouche à oreille. Après, j'avais commencé à voir des industriels. Et alors là, ça a été vraiment la totale parce que d'une industrie, ils se connaissent tous. Et après, j'ai commencé par avoir Filbert qui avait son usine juste en face. Et ensuite, j'ai eu Monsieur Laroux de la Sabla. Et comme c'était lui le président des présidents des industries de la vallée d'Andelle, alors là, ça fait. Et j'ai même Philips de Louviers qui venait pour vous dire, il fallait quand même les venir. Bon, il fallait faire vite fait parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de temps. Il me dit, on a fait la route, déjà, il faut repartir. Enfin, il me disait ça, puis quand il traitait le marché, ça leur arrivait souvent, ils traitaient le marché en fin de repas. Ça se passe comme ça. Quand il y a une bonne ambiance, une fois qu'ils ont bien eu l'apéritif, un petit digestif, quand le gars ça accroche, hein, il n'hésitent pas. À l'époque, il n'y avait pas encore trop les contrôles sur les routes, où la plupart du temps, j'en ai même vu, il me dit est-ce qu'il y a une chambre pour ce soir, je ne peux pas repartir. Voilà, on nous appelait le restaurant des riches. Ben, on refuse. Qu'est-ce que vous voulez faire? Pas non plus. On refuse, c'est par les prix. Là. À chaque fois, je remontais un peu mes prix. Hein. Puis la clientèle aimait bien. Les PDG disaient bah oui, c'est vrai qu'au début, les gars, ils venaient avec leur machin, leur caisse à outils, ils mettaient ça par terre, en plein de travail. Ça a complètement changé. Au début, j'ai pas osé, j'ai pas voulu écraser trop les prix de mon ancien. Il avait un menu à 8,50, moi je suis quand même passé à 12. Bon, pour la clientèle, ça. Disons, c'est un petit peu éliminé certains. Puis après, bon, on a éliminé le petit menu. Et maintenant, il ne marchait plus. Il faut en vendre un ou deux par service, ça ne vaut pas le coup. Au lieu d'avoir un seul menu ou deux menus, on a commencé à avoir un menu gastronomique. Après, on a eu un menu dégustation. Et après, j'étais un des premiers aussi à avoir un menu dégustation avec vin. Parce que j'étais un petit peu des premiers dans la région à avoir une machine à vin. Vous savez, les crus au verre. C'est sous vide, c'est sous azote, donc les vins, quand ils sont débouchés, ça ne s'abîme pas du tout, tant qu'ils sont sous azote. Et ça plaisait bien, parce que moi, j'ai eu des petits vieux, ils sont venus, pourtant c'était cher à l'époque, 140 francs le verre de Lafite Rothschild, et ils avaient un menu à 12 ou 15 euros, oui, 12 francs à l'époque. Et puis ils prenaient 2 verres, je dis c'est pas possible, et ils ont dit oh non, on est heureux, on n'a jamais bu de Lafite Rothschild de notre vie, on ne peut pas se payer une bouteille, on va se payer 2 verres. Ils en ont eu, je ne sais pas pour combien, 450 francs. La moyenne des additions, ça doit être dans les 40 francs. Quoi. J'ai eu M. Dizan qui était kiné à Pont-Saint-Pierre. Il y avait David, le pharmacien, qui s'y connaissait bien en champignons. D'ailleurs, comme moi, je suis fou de champignons, donc au début, j'allais le voir. Non, on a lié pas mal toutes les industries. On avait toutes les industries de Pont-Saint-Pierre, après on les a eues. Après, on a eu celle de Romilly, du Brie, tout ça, toute la lignée. Il y en a beaucoup sur Romilly. Vous savez, le bouche à oreille, c'est dingue. Moi, j'ai vu Mérinos, les matelas Mérinos, je m'en souviendrai toujours. Monsieur, je ne sais plus son nom, j'ai oublié le nom. Il me téléphone, il me dit Monsieur Amiot, il faut qu'on soit là 1 heure. Et on prend tel menu, vous savez, d'avance. Il me dit on prend le gastro. Déjà, il voulait arroser. Et après le gastro, et il faut qu'on soit parti dans 1 heure. Bien, je me souviendrai du monsieur toute ma vie. Le monsieur est arrivé, le directeur d'achat des 3 Suisses, il était marrant, il sort son machin, il tricote.
Décontré, c'était la première fois que je voyais un homme tricoter. Et tricoter, et oui, je suis habitué, puis ça ne m'empêche pas de parler. Ils sont partis, il était minuit. Et par contre, il avait vendu je ne sais plus combien de milliers de matelas. Ah, ça faisait vraiment des histoires assez marrantes, ça. Bah, j'ai très bien avec du Vivier, avec des diggers, le marchand de vélo. Vivier, c'était la quincaillerie qui se trouvait maintenant, bah, c'est vide le magasin. C'était une rue très commerçante, la rue René Raban. Et maintenant, je sais pas si vous avez vu, il n'y a plus que le marchand de vélo. Il ne peut pas vendre d'ailleurs, ça fait 10 ans qu'il cherche à vendre. Donc il n'y aura plus de commerce dans la rue René Raban. Eh ben, j'ai bien connu Madame Descamps, son fils encore plus, parce que lui, elle venait le chercher, il était complètement bourré, il buvait plus que... Pourtant, vous la connaissez peut-être pas l'histoire de la Pierreval. Je pense que c'est vrai. Il y a eu plusieurs personnes qui me l'ont raconté. Donc, comme il avait un chauffeur et tout, même Madame Descamps m'a reçu, parce que quand j'avais fait des photos de Pont-Saint-Pierre, les établissements, ce qui était beau, j'avais mis le château de Bacueil, j'avais mis le château de Pont-Saint-Pierre, et puis le fils Descamps, le jour de son anniversaire, il vient chez nous, il a quitté ses amis et tout, sa mère qui arrive avec le chauffeur, qu'est-ce que tu fous là? Il dit, ouais, je m'emmerde, enfin un truc comme ça, il dit à sa mère, non, le respect, merci. Bon, allez, il est quand même reparti. À 3 heures du matin, au porche, je dis, qu'est-ce que c'est? Un client qui veut une chambre, quoi. Il était bourré, et il voulait encore qu'on lui offre pour boire. Complètement dingue. Dommage, parce que la mère, j'ai pas connu le père. Mais Madame Descamps, c'était... Ah oui, c'était une dame. Puis maintenant, ça abandonne ce château-là. C'est malheureux. Nous, on a connu le gars qui voulait l'acheter. Bah, lui, c'était un sacré... Il venait tout seul, il se tapait une bouteille à 1800 francs, hein, à l'époque. Ah oui, c'était un amateur de Côte-du-Rhône, les ermitages et tout ça. Attention, c'est des trucs... ça coûte un pognon fou. Il prenait un ermitage de 1945. Il a laissé ça, marqué c'était bien pour nous. Il n'a pas racheté. C'est toujours... c'est abandonné, je crois, maintenant. Et des Russes qui auraient ça. Pour quelle raison, s'ils font rien dedans? Je suis allé une fois, je me dis, pour lui demander d'autorisation de faire une photo de son château. Elle m'a bien reçu. Elle m'a dit, oui, monsieur Amiot, pas de problème. Ben, je la connaissais parce qu'elle était venue chercher son fils. Sinon, je n'aurais pas connu. Je ne fréquentais pas beaucoup les gens. D'ailleurs, les gens de Pont-Saint-Pierre ne me connaissent pas trop. Moi, je ne connais pas les alentours. Et je vais en promenade. Bon, hier, on devait y aller, mais vu le temps... J'apprends à connaître des gens. Puis il me dit, qui êtes-vous? Ben, monsieur Amiot. On dit, ça me dit quelque chose, ce nom, je l'ai déjà vu quelque part. Je dis, oui, c'est sur la façade. Malheureusement, il est encore sur la façade. Ah, bah c'est vous qui avez tenu ça. Mais c'est vrai, personne ne me connaît. Vous savez, moi, j'étais debout de 6h du matin à minuit. Quand j'allais au marché, je partais à 4h du matin. Hein. Et des clients à réveiller, descendre au petit déjeuner. On les réveille, après ça se faisait automatiquement au début, mais il fallait aller à la porte et tout, c'était vraiment la corvée. Après, on le mettait en automatique. Et les clients, ils disaient 6 heures. Ah oui, 6 heures, parce que moi, il fallait que je prépare un petit déjeuner. On faisait tout nous-mêmes. Hein. Je faisais les croissants, on faisait le pain, on faisait tout hein, le matin. On faisait le pain complet, hein. On ne faisait pas les baguettes, non, je les achetais le matin. On faisait notre pain, là, carrément, des pains de campagne. Là, on essaie de faire pour le mieux, puis mon client, il se régalait. Hein. Ça n'a rien à voir avec l'industriel, c'est vrai que j'allais aux équarrissages, aux abattoirs de Rouen. D'accord, oui. Et après, il y a Métro qui s'est ouvert, donc j'allais, parce que moi j'achetais un déhanché entier, vous savez, le déhanché c'est carrément toute la partie, toute la cuisse, jusqu'ici, toutes les côtes, tout ça. D'accord. Il y avait le filet Ah de bœuf, ouais. l'entrecôte et tout, le faux filet. Et moi, comme je disais au boucher de Pont-Saint-Pierre, moi je les rassissais 39 à 40 jours. Et ils ne font plus beaucoup maintenant. Je vois à Pont-Saint-Pierre, Intermarché, ils les rassissent 15 jours. Donc moi je leur donne, je les achète, et je dis voilà, vous les remettez en chambre froide une dizaine de jours, et puis je viendrai la chercher après. Ah ben, ils sont gentils, ils me le font. Hein. J'achète que de la viande bien persillée, vous savez. Là c'est bon, alors le gras il arrive à manger un petit peu, à rentrer dans les chairs, après il n'y a pas trop de gras, ça nourrit la viande, c'est super.
Ah oui, il y a des petites astuces. Au début, on était beaucoup. J'avais, moi, ma femme et un employé. Et après, on a fini jusqu'à 9 employés. C'est-à-dire, on était 11 à travailler dedans. Moi, j'ai pris avec 14 chambres. J'en ai refait 8. J'ai tout démoli, les anciennes. La salle, on l'a complètement changée aussi. J'avais 52 couverts. On a amélioré. J'avais ces chaises-là. Il y en a bonne marmite. Puis des belles chaises avec de l'espace et tout. Donc on mettait plus que 38 couverts. 38 couverts d'un certain niveau nous rapportaient plus que les 52 couverts. On avait un petit salon aussi indépendant. On faisait avec M. Godwig qui était directeur de... Comment ça s'appelait? Il était à Fleury-sur-Andelle. C'est lui, il devait nous amener le fils-bouche, et puis ce jour-là, c'était un lundi. Donc on était fermés. Ah, il me dit, c'est dommage, vous étiez fermés, je vous ai ramené bouche. Si vous m'auriez téléphoné 2-3 jours d'avance, on aurait fait un effort, puis en plus, vous auriez eu la salle pour vous tout seul. On aurait ouvert le petit salon que pour vous. Ah oui, mais j'ai trop d'histoires quand même. Et un jour, ma belle-sœur me dit, il y a Brigitte Bardot. J'ai arrêté de Elle dit, viens voir. Je vais voir. Puis elle vient juste devant moi. Elle me dit, pardon, monsieur, où est la cabine téléphonique? Alors là, scotché. Alors là, c'est là que j'ai commencé à faire signer les... Je n'aimais pas trop déranger les... Des fois, il vient incognito, il vient avec des petites amies. J'ai eu le banquet des toubibs de Rouen et puis du coin, des chirurgiens. Ils sont partis. Il y en a un, il dit, à 4h du matin, il dit, bon, je suis obligé de partir, j'opère à 6h. Je ne sais pas comment il a fait pour opérer. Il était pété de chez pété. Jamais vu les toubibs. Alors qu'ils se défoulent de temps en temps, ils sont entre eux. On a peut-être besoin aussi. Jamais un client s'est plaint. J'ai eu des drôles de clients, puis j'ai les remonté. On avait un Hollandais, il se pétait, mais il se pétait. Obligé de le remonter. Une fois, il y a un client à côté, il me téléphone. Il me dit, vous pouvez pas venir, monsieur Amiot, le client d'à côté, là, laisser sa porte ouverte. Et il ronfle, et il ronfle. Juste en train de marquer m'a pas entendu rentrer dans la chambre, fermer la chambre et tout, éteindre la lumière et tout. J'ai même eu, quand j'ai fait l'hôtel, dans le fond, parce que sur la rue, ça faisait vraiment trop de bruit, on venait d'ouvrir le nouvel hôtel, puis il y a de là, même téléphone, il était 11h30, minuit. Il dit, monsieur Amiot, on ne va pas dormir. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de bruit chez vous, il n'y a rien. Ils m'ont demandé d'être mis sur la rue. Alors que les chambres sur la rue, elles étaient vraiment désuètes. Pour vous dire. Non, mais les Parisiennes étaient habituées au bruit, et puis ça leur manquait. On a eu un seul décès. Et vous devinerez qui c'était un cardiologue. Le professeur Paul Laurence, l'inventeur du speedmaker atomique, qui n'a pas marché, mais donc il était un des premiers, même avant Cabrol. Cabrol aussi, je le connais bien. Cabrol, on l'a connu, mais à Paris. Moi, il m'avait dit qu'il était expert, il venait pour expertiser les arbres en forêt. Je croyais plus ou moins. Puis il est décédé, puis ça... Secours, secours, j'entends. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est secours, mon mari. Il me dit, mon mari. Je ne savais pas, moi. Oui, c'est son mari. Puis je suis monté, mais comme moi, j'avais mon code d'essai, puisque j'ai fait l'armée dans le service santé, j'ai essayé, mais elle avait essayé de le ranimer sur le lit. Alors, on parlait, c'est le lit qui bougeait. Bon, je l'ai foutu par terre, mais il était déjà tout blanc. Alors, j'ai essayé, mais après, on a appelé les pompiers. On a eu Madame Bormann, c'était une Américaine qui est directrice du musée américain à Giverny. Elle dit, monsieur Amiot, ma fille, ça vous dérange si ma fille elle vient faire un reportage chez vous? Ici pour New York. Bon, je dis non, ça me dérange pas. Déjà, j'étais étonné. Et puis, donc, ils ont filmé, alors mes spécialités et tout. Et je suis passé sur 400 chaînes aux États-Unis. Ils ont eu des retombées parties incroyables. Et après, j'ai jamais eu autant d'Américaines. Bon, c'était pas de telle première, c'était les Anglais et les Hollandais qu'on avait le plus. Alors c'est marrant, du jour au lendemain, on avait les Américains, on avait un prix Nobel aussi. Mais je ne le savais pas. Quand on tombe sur des gens intéressants, tout le monde échange ses idées, c'est bien. Et on est resté amis avec beaucoup de personnes. Fermé l'hiver, nous, on fermait, je vous dis, 5 semaines, 6 semaines. Je dis aux gars, on rattrape, puis c'est tout. Eux, ils en profitaient, nous, on en profitait.
Et avec mes cartes de vin, j'avais emmené mes cartes de vin à Bocuse. Donc j'ai visité la cave de Bocuse, j'ai visité les caves de Trois-Gros, j'ai visité les caves. Enfin, tous les 3 étoiles, je l'ai fait, comme j'avais le droit de déduire dans les frais généraux. Ça, c'était bien, c'est un métier qui est avantageux pour ça. Ah, c'est les Trois-Gros, c'est pareil, il m'a fait visiter sa cave. C'est des maisons, on se régale. Hein. Ah oui. Ah oui, tous ces grands 3 étoiles, on mange des choses qui sortent de l'ordinaire quand même. Carte de restaurant de l'époque. Ah, tout ça, c'était fait par moi. Hein. Je m'étais acheté une machine pour glacer le papier. Ah oui. Ça, c'était des vins à moi. Carte des vins blancs. Carte des vins rouges, vous voyez. J'étais obligé d'avoir 2 cartes tellement j'avais de vin. Et là, elles sont pas toutes. C'était uniquement les vins qui sont bons à boire qui étaient sur la carte. Ceux-là, j'ai des vins qui vont être vendus, ils ne sont pas à boire avant 2040, hein, certains. C'est-à-dire 2040, c'est des 2000. Hein. Donc ils auront 40 ans quand ils commenceront à boire, ça veut dire qu'on peut les boire jusqu'en 2080. Mais pour ça, on est renseigné, hein, il y a des maisons. Maison idéal Vine, ben là, je suis en train de vendre tous mes vins chez eux. Beaucoup de Bordeaux, oui. Même une carte de digestif, oui. Bien, un Armagnac, 110 € le verre, là. 1893 aussi. Hein. Là, j'avais, vous voyez, un Calvados de 1865. Ah, ça, on le faisait nous-mêmes. Hein. Foie gras de canard poêlé. Le foie gras, j'avais acheté à l'époque, c'est pareil, j'étais un des premiers, même Gilles était venu chez moi pour voir mon four. Un four à vapeur sèche. C'est-à-dire, il n'y a pas d'eau. Ça cuit qu'avec de la vapeur, mais ça monte à 250 degrés. Donc, pour cuire mon foie gras, d'habitude, il faut 1h30 à 2 heures. Le four à vapeur sèche, il me faut 38 secondes et toute une nuit. Je le mettais le soir, enveloppé dans des serviettes éponges. Donc, les serviettes prenaient la chaleur et la vapeur. Je laissais toute la nuit. Et le lendemain matin, mes terrines étaient rosées, vous savez, comme il doit être encore un petit peu le foie. Alors, on faisait notre pâte à ravioles, comme et à l'intérieur, c'était donc il y avait des médaillons de homard, un tout petit dé de foie gras et un petit peu de sauce armoricaine. C'était enfermé dans la raviole. Et ça, après, pour les cuire, pareil, toujours aux vapeurs. Donc sans eau. Donc la pâte, elle garde son goût impeccable. Avec une sauce armoricaine, on servait ça. Je pense que c'est sauce armoricaine. Ah non, c'était ravioles d'escargot. Ravioles de homard en surprise. Ah oui, en surprise. Oui. J'avais une belle vaisselle. Hein. J'avais fait faire une vaisselle. Et on avait toute la série, des petites, les moyennes, les assiettes à dessert. Toute une série comme ça. Et nous, on avait mis Bacchus. On avait un tonneau. On avait mis le drapeau normand, puis la petite marmite là, vous voyez. Ça nous avait coûté très cher, mais les gens nous les achetaient. Hein. J'en avais plus, j'avais bien fait. Parce que hein, Jean, il partait avec une assiette comme ça leur faisait un souvenir. Donc on aime bien changer aussi. À Pont-Saint-Pierre, on ne change pas. Moi, j'ai connu 1111. Mais par contre, c'était très commerçant. Il n'y avait aucun commerce à Romilly, comme vous le disiez. Et à Pont-Saint-Pierre, ça c'est. Je me souviens, il y avait quand même 3 boucheries. 3 boucheries dans le petit village de 1000 habitants. Je me demande s'ils travaillaient tous. Bon, il n'y avait peut-être pas Intermarché à l'époque et les grandes surfaces ont fait du mal. Hein. Oui, moi, je trouve que c'est une ville morte maintenant. Il y a pour ainsi dire plus de commerce à Pont-Saint-Pierre. Boucherie, il n'y en a plus. Non, il y en avait 3. Non, le commerce à Pont-Saint-Pierre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore 3 coiffeurs, je crois. Il y a plus de boucherie, poissonnerie, il n'y a plus. Boulanger, ils sont encore 2. Ah, c'est dommage parce que oui, c'était vivant. Hein. Enfin, vivant pour 1000 habitants, je trouve que ça se remet dans les rues quand même. Hein. Voilà. Il y a pour ainsi dire plus d'ouvriers sur Pierreval. Déjà dans la nuit à Pont-Saint-Pierre, je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde, mais ça m'étonnerait. Ah, René Raban, vous savez qui c'était?
qui a été fusillé. D'ailleurs, il y avait, avant que je refasse l'hôtel entièrement, il y avait dans le mur encore les balles où il avait été tué. Ils l'ont tué dans... Ben oui, parce que pendant la guerre, c'est les Allemands qui avaient, après Calvo, le dessinateur, les Allemands, ils avaient pris possession des locaux. Ah oui, il y a une cour intérieure. En plus, il y avait la cave, et dans la cave, ils avaient réussi à creuser un tunnel qui s'est écroulé par la suite. Mais il ressortait, paraît-il, bon, je n'ai pas pu aller au bout parce que moi, il s'est écroulé quand j'ai voulu aller plus loin. Qui ressortait, soi-disant, à Amfreville, sous les monts. Vous vous rendez compte, le grand tunnel qu'ils avaient fait pour se barrer encore de... C'est ça. Donc en 1938, certainement, Calvo est parti. Les Allemands, en 1939, ils ont dû prendre ce truc-là. Et puis le père Bouillet l'avait acheté en 1945, je crois. Ça s'appelait l'Hôtel de l'Union.